Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. Le rêve et le crime. La Belgique a été horrifiée par l'acte monstrueux de ces 4 adolescents qui ont attiré dans un traquenard, puis abattu sans pitié, un malheureux garde champêtre qu'ils ne connaissaient pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief personnel. On a parlé d'acte gratuit au sens qu'André Gide donnait à ce mot. Un acte commis sans intérêt, sans passion, donc sans raison. Mais il y a toujours une raison. J'entends un mobile aux actes les plus déraisonnables, ne serait-ce que le désir d'agir sans raison. Ce mobile, les journaux nous l'indiquent. Ces jeunes gens avaient décidé d'abattre non pas n'importe quel homme, mais un flic. Or, un flic, c'est, au plus humble degré de l'appareil administratif, le représentant et le gardien de l'ordre. Ce qui implique déjà une certaine polarisation du crime, le refus anarchique des lois et des règlements, rejaillissant sur ceux qui sont chargés de les faire appliquer. État d'âme assez répandu dans la société. Le spectacle de Guignol ressent le gendarme enchante toujours le public, et particulièrement chez les jeunes dont l'effervescence passionnelle s'accommode mal des règles et des contraintes. Il y a plus. On sait que l'adolescence est l'âge du rêve éveillé, et aussi, dans la mesure où elle prolonge l'enfance, l'âge du jeu. Or, l'activité onirique et l'activité ludique ont un point commun. Le règne absolu de la fantaisie, l'évasion hors du réel et de ses limites. On joue pour jouer. L'apprentissage des règles du jeu ne vient que plus tard. Et le rêve n'a pas de loi, dans ce sens que tout y est possible et que rien n'y tire à conséquence. Pas de responsabilité et pas de sanction, puisque le réveil efface tout. Je suis persuadé que ces adolescents ont tué comme on joue et comme on rêve, et qu'ils n'ont pas réalisé, c'est vraiment le cas de le dire, l'horreur de leurs gestes. On leur reproche d'avoir tué sans pitié, mais pour avoir pitié d'un être, il faut lui reconnaître une existence indépendante de la nôtre et aussi précieuse que la nôtre. Or, dans le rêve, il n'y a ni monde extérieur, ni prochain en chair et en os. Le rêveur y tire tout de son propre fond et y joue à sa guise avec les fantômes qu'il a créés. Fera-t-on grief à un romancier de faire vivre et mourir ses personnages comme il lui plaît ? Le rêve qui se prolonge dans l'action obéit à la même loi, ou plutôt à la même absence de loi. Ce prochain qu'on massacre sans scrupule, on ne voit, on abat en lui, que le simulacre qu'on lui substitue. Simone Weil, témoin des atrocités de la guerre civile espagnole, disait que les crimes étaient bien réels, mais qu'ils étaient commis dans un état second, très voisin du rêve. Question capitale. Par quel mécanisme passe-t-on du rêve à l'action ? Il faut tenir compte des facteurs individuels, violence des impulsions, manque de contrôle, atrophie de la sensibilité, etc. Mais le climat social joue un rôle immense. Combien d'hommes qui, en temps normal, rêvent de tuer, mais sont retenus par les mœurs et par les lois, deviennent de vrais assassins dans des périodes troublées où le déchaînement collectif des passions et l'impunité assurée donnent au fantasme du rêve le moyen de s'incarner dans les faits. Nous ne sommes ni en guerre ni en révolution, mais nous vivons dans une atmosphère d'insatisfaction et de révolte qui donne aux mauvais rêves une virulence insolite. Et, phénomène connexe, notre époque est celle de l'onirisme cultivé et dirigé. Les masses médias de toute espèce, livres, journaux, publicités, cinéma, télévision, etc., sont les instruments de cette mise en condition de l'imagination des foules. Or, dans quel sens s'exerce-t-il ? Je suis effaré par la prolifération pathologique des récits et des images où s'étale l'érotisme le plus bas et la violence la plus gratuite, et souvent
la combinaison de l'un et de l'autre sous la forme abjecte du sadisme. Devant cette pullulation de l'obscénité et de l'horreur, comment s'étonner que des âmes encore enfantines, qui discernent mal les frontières entre la réalité et la fiction, prolongent dans leur conduite les visions et les émotions dont on a souillé leurs rêves. On corrompt ainsi cette faculté essentielle qui est l'imagination. Car le rêve éveillé a un aspect positif et un pouvoir créateur. Les plus belles vocations, celles des artistes, des savants ou des héros, ont été souvent des rêves d'enfance et d'adolescence, incarnés ensuite, au long des jours, par l'effort patient de la volonté. Est-ce par hasard que, dans le langage courant, le mot rêve est à la fois synonyme d'illusion et d'idéal? Le meilleur et le pire peuvent sortir du rêve. On mesure là l'écrasante responsabilité des technocrates de l'information et du divertissement. Salir, envenimer l'imagination des hommes est un crime invisible, toujours impuni et souvent récompensé, mais gros de crimes réels. Si les gardiens de la cité n'y prennent garde, s'ils continuent à tolérer qu'on nourrisse le rêve de poison, ils ne devront accuser qu'eux-mêmes si le rêve tourne en cauchemar et si celui-ci se traduit de plus en plus fréquemment par des actes aussi horribles que lui.